Des motards qui se filment à très grande vitesse et publient leurs vidéos sur les réseaux sociaux comme une course folle au record. Deux d'entre eux avaient affiché 278 et 293 km/h au compteur, tout cela sur l'autoroute et sur le périphérique de Toulouse. Mais les gendarmes ont retrouvé leurs traces. Interpellés, ils viennent d'être condamnés à 6 mois de prison avec sursis. Marie-Candice Delouvrier, David Bress. Un motard qui slalome à la vitesse d'un TGV sur le périphérique toulousain. L'homme se filme ici en atteignant même en ligne droite 279 km/h. En narguant les radars qui le flashent, il publie ses infractions sur les réseaux sociaux aux côtés d'un autre motard, ici en pleine journée, toujours sur la rocade, qui cache son compteur par une mosaïque. Après 3 mois d'enquête, les gendarmes de Toulouse ont réussi à identifier les deux hommes et à retrouver l'image d'origine. Alors, on a la vidéo sans floutage et on est à 293 km/h au compteur. Vous avez déjà vu ça? Non, c'est la première fois de telle vitesse. Condamnés avant-hier à 6 mois de prison avec sursis et 6 mois de suspension de permis avec confiscation de leurs engins, les deux motards voulaient attirer des abonnés sur leur compte personnel. Leur profil étonne, ingénieurs et mécaniciens en CDI sans casier judiciaire, âgés de 24 et 31 ans. Habituellement, on est plus sur des jeunes de cité qui vont nous faire des rodéos sauvages et qui se filment pour faire de la promotion en fait. Mais là, sur ce niveau, nous, sur Toulouse, on n'avait pas encore vu de telles images. Même si ces vitesses restent exceptionnelles, le phénomène prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux. À Paris récemment, un automobiliste s'est filmé à plus de 90 km/h en centre-ville. Des comportements qui inquiètent les autres usagers de la route sans forcément les surprendre. Ça vous étonne pas? Non, Pourquoi? parce que quand vous voyez des fois les voitures qui passent là, même dans les rues, à 100 à 150 à l'heure, il y a des écoles à côté, les gosses peuvent traverser n'importe comment. Il vaut mieux qu'ils aillent sur un circuit. Ça serait mieux pour tout le monde, et pour eux et pour les autres. C'est pas raisonnable du tout et ces gens devraient pas avoir de permis moto, mais à vie même. Face à ce phénomène de vitesse extrême, les pouvoirs publics s'inquiètent d'une perte totale de conscience des risques qui se traduit déjà en Occitanie par une augmentation du nombre de morts et parmi eux, de motards. Il est devenu notre jouet préféré, indispensable à nos vies. Il est également devenu la cible privilégiée des voleurs. 600 000 téléphones portables sont désormais dérobés chaque année en France, avec peu de chances de les retrouver pour les propriétaires au début du mois. Un puissant réseau de recel a été démantelé dans la région lyonnaise. Benjamin Delombre, Alexandre Gras. Aujourd'hui, pour Hugo Nivert, descendre les Champs-Élysées a forcément un goût amer. Ça s'est passé juste à côté, on était en train de célébrer avec tous les supporters. En mai dernier, le jeune homme s'est fait voler son téléphone alors qu'il fêtait la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Ce soir-là, il filme la foule en liesse, sans remarquer le voleur juste à côté de lui. En une fraction de seconde, je vois une main prendre mon téléphone et j'ai jamais pu retrouver ni la trace, ni l'ombre de quelqu'un. Donc là, à ce moment-là, il y a de la colère qui monte, beaucoup de colère. La plainte qu'il a déposée n'a rien donné. Et son assurance a refusé de lui rembourser la valeur du smartphone, 1 200 €. Chaque année en France, 600 000 téléphones portables sont volés, dans des boutiques de téléphonie, sur la voie publique, ou discrètement, comme ici, sur le comptoir d'un restaurant. Il y a 2 semaines, en région lyonnaise, des gendarmes ont interpellé 14 personnes soupçonnées d'avoir volé des centaines de téléphones. Préjudice estimé 1 million d'euros. Ces réseaux, disent les enquêteurs, sont parfaitement organisés. Les malfaiteurs sont recrutés via des messageries cryptées et agissent sur ordre. Si certaines équipes sont interpellées, elles sont rapidement renouvelées sans que le phénomène puisse être stoppé. Alors que deviennent ces téléphones volés? Qui les achète? Qui les revend? Vous allez voir qu'ils font souvent un long voyage. Et pour beaucoup d'entre eux, le périple commence ici, près du métro Barbès-Rochechouart à Paris. Un quartier populaire, carrefour des petits trafics. Alors que nous tournons en caméra cachée, nous rencontrons cet homme autoproclamé spécialiste des vols de téléphone aux portes des rames de métro. Une fois que la porte elle est fermée, c'est fini pour eux. Les
gens, ils n'ont pas le temps de réagir. Arrêté, j'ai automatiqué beaucoup des téléphones, toi? Ouais, une centaine. La plupart du temps ici, les voleurs vendent leur butin à des intermédiaires. Ce qu'on appelle les receleurs, comme ce jeune homme rencontré sur le trottoir d'en face. Nos voleurs, ils leur ramènent ici, ils nous vendent à chacun des receleurs ici. Genre, ils peuvent acheter combien? 45? Ouais, c'est ça, 50, 60, ça dépend des temps de téléphone. Oui, c'est prend au bled. Le bled, c'est-à-dire les pays du Maghreb. C'est là que sont envoyés chaque mois des milliers de téléphones. Parfois quelques jours seulement après avoir été volés. Comme s'en est rendu compte cette étudiante dont le smartphone a disparu il y a 1 an, dans un tram à Lyon. Ah, franchement, je ne m'attendais pas. Hein. Environ 2 semaines après, je vois exactement le quartier où est mon téléphone en Algérie. C'est allé quand même très vite. L'étudiante a contacté la marque de son smartphone pour bloquer tout accès à l'appareil. Mais même verrouillés, les téléphones volés gardent de la valeur. À 2000 km de la France, Tanger, au Maroc. Nous avons rendez-vous avec ce réparateur de téléphone. Il souhaite rester anonyme car il a déjà acheté des appareils dérobés en Europe. Honnêtement, c'est difficile à débloquer, oui. Et le Samsung, tranquillement. Plutôt que de prendre le risque de commercialiser directement les téléphones volés, lui a toujours préféré les vendre à la découpe. On achète juste pour les pièces. Il y a des caméras, des micros, par exemple vibreur, la carcasse, tout ça. Ça se vend avec un bon prix. Avec l'augmentation des dispositifs de sécurité, les smartphones volés finissent de plus en plus souvent en pièces détachées de l'autre côté de la Méditerranée. Un marché occulte qui pourrait s'élever à plusieurs millions d'euros. En 15 ans, elles se sont imposées avec un marketing très efficace auprès des plus jeunes skieurs, parachutistes de l'extrême, relaient sur les réseaux sociaux l'image de ces boissons énergisantes. Pourtant, quelle est leur réelle composition? Quels seraient les risques pointés du doigt par les professionnels de santé? Chronique d'un cocktail mêlant taurine, caféine et sucre. Enquête sur ce marketing qui interpelle Jules Longchamp, Germain Ballet, Fabien Cardouin. Des distributions de canettes en plein cours. Une centaine d'étudiants livrés gratuitement en boissons énergisantes. Voici depuis quelques années les scènes que l'on peut observer dans les écoles, les facultés. Cadeaux par milliers, frigos promotionnels, certaines marques sont prêtes à tout pour séduire leur jeune clientèle. À en croire leur consommation en pleine journée, c'est une boisson qui fait fureur chez ces étudiants en communication à Lille. J'en consomme tous les jours, plusieurs fois par jour. J'en bois quand il y a des événements, des soirées, ou alors quand j'ai un petit coup de mou à l'école. Pour s'assurer de fidéliser ses jeunes clients, les fournir pour leurs événements festifs, la marque a décidé de nouer un partenariat avec Flavien Dumont, le président du BDE, le bureau des étudiants. Bienvenue dans le local du bureau des étudiants. C'est là où on expose plein de choses. Dans l'un de ces placards en réserve, des centaines de canettes offertes. On paye rien. Sur un week-end d'intégration, au prix d'une canette entre 1,10 € et 1,50 €, on peut facilement faire une économie de 400 €. En échange, l'élève s'engage à fournir à l'entreprise des photos comme celle-ci, mettant en valeur leurs produits. Les gens ne regardent pas l'objectif de l'appareil photo. Toujours canette ouverte, ça c'est obligatoire. Est-ce que vous vous posez la question à un moment donné de dire est-ce que c'est pas de la publicité qu'on fait pour eux? C'est forcément de la publicité qu'on fait pour eux. Mais on a quelque chose en échange. Cet exemple est loin d'être un cas isolé. En quelques jours, nous avons repéré plus d'une trentaine d'associations étudiantes qui auraient noué le même partenariat avec des boissons énergisantes. Certains étudiants, à condition d'être anonymes, ont accepté de nous en dévoiler les coulisses. On peut facilement commander 600 canettes tous les 2 mois. C'est vraiment une boisson qui part comme des petits pains, mais quand je vous dis, genre, c'est pire que de l'eau. Hein. Je suis en école de commerce. Alors non, c'est pas vraiment un contrat. Je pense que pour eux, c'est plus facile, justement, un accord, on va dire, classique. Aucun contrat signé, pas d'échange d'argent, et pourtant, des consignes très précises à respecter, sous peine d'être bannies, comme indiqué sur ce document que nous nous sommes procurés. Pas de consommation autre que Red Bull sur les photos. Nous avons sollicité Red Bull, le partenaire majeur,
Mais l'entreprise autrichienne a refusé nos demandes d'interview. Les personnes qui travaillent dans les coulisses de nos projets préfèrent rester dans les coulisses. Nous regrettons qu'un entretien ne soit possible. Derrière ce marketing très offensif, des boissons qui vantent un boost d'énergie. Pourtant, leur consommation entraîne un risque, selon cet addictologue. Ça n'est absolument pas bon pour la santé. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'on a oublié que c'était pas bon et que ça s'est totalement banalisé. Ce sont des boissons qui peuvent entraîner parfois des palpitations. Et pour certaines d'entre elles, on a même eu des expériences sur ce qu'on appelle les expériences animales. On voyait qu'elles avaient même un potentiel addictif, notamment pour ce qui est de la taurine. En 10 ans, les ventes de boissons énergisantes en France ont été multipliées par 4. La moitié des consommateurs ont entre 18 et 35 ans. Et le grand direct continue ce soir dans un instant. Sheila, interview iconique, le live de Clara Luciani, Yamé, Sofiane Pamar. Mais d'abord, acte 1, quand Orelsan annonce son retour sur scène, c'est plus de 400 000 places vendues en quelques jours. Avant cela, un film, Yoroi, le Japon, des combats, des démons et un peu plus qu'une génération emportée dans ce tourbillon. Bienvenue dans 20h30.